Merci beaucoup, je suis très content d'être ici. Merci beaucoup Jean pour l'invitation, merci beaucoup Anne-Victoire, merci à toute l'équipe. Donc je ne suis pas clinicien, je ne suis pas même spécialiste des troubles de la personnalité, hein. On a dit, je suis philosophe et historien des sciences. Et en fait, je suis venu à m'intéresser quand même de près aux troubles de la personnalité par la voie d'une recherche sur les classifications. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, ça remonte effectivement à des travaux maintenant un peu anciens, quand je travaillais sur le DSM. Et je vais essayer de mettre en contexte un petit peu, de vous donner quelques éléments historiques qui permettent de comprendre la place très particulière qu'ont toujours occupé les troubles de la personnalité dans la nosologie psychiatrique et d'essayer de montrer certains conflits théoriques qui sont pour le coup très très actuels. Je pense que c'est ça qui est intéressant, qui restent très très actuels. Alors peu en France, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, mais qui sont vraiment très présents aux États-Unis. Je profite de l'occasion, hein, à travers cet exposé, à rendre hommage à Julien Daniel Guelfi, qui était un grand spécialiste des troubles de la personnalité, qui a travaillé à Sainte-Anne, si je me souviens bien, que j'ai eu la chance de connaître. Et donc voilà, je lui rends hommage par cet exposé. Alors je commencerai par une citation que j'aime bien, qui vient d'un livre de vulgarisation du DSM, Am I OK? Donc, est-ce que ça va? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je vais bien? Paru en 2000 par deux membres importants du DSM, hein, Alan Frances et Michael First. Et ils écrivent à un moment, quand ils doivent présenter au grand public ce que c'est qu'un trouble de la personnalité, et donc d'abord ce que c'est que la personnalité, voilà ce qu'ils écrivent. It's a sad but all true fact of life that people do not change their personalities much more readily than leopards change their spots. Donc vous voyez, c'est un fait triste de la vie, mais c'est un fait, hein, que les gens ne changent pas plus leur personnalité que les léopards ne changent les taches de leur fourrure. Alors, en disant cela, il montre que l'idée de personnalité renvoie à quelque chose qui est ancré, qui est assez rigide en chacun de nous. Ils utilisent une expression qui est très commune en anglais, hein, The leopard can't change its spots. Les léopards ne changent pas leur tâche. En français, on la traduirait par chasser le naturel et il revient au galop. C'est vraiment le strict. Il faudrait voir pourquoi ils ont une fascination avec les léopards, qui ne sont pas si fréquents aux États-Unis. Mais c'est vraiment la même idée, donc ils s'appuient sur une expression commune pour essayer d'expliquer un petit peu au grand public ce que c'est que la personnalité. Et donc je m'appuie sur sa définition pour dire elle n'est pas évidente, elle ne l'a jamais été pour les philosophes, et elle ne l'a pas été non plus ni pour les cliniciens, ni pour les psychologues de longue date. Alors on pourrait remonter à l'Antiquité, sans aucune difficulté, hein. Déjà, un des élèves d'Aristote, Théophraste, avait écrit un livre sur les caractères, sur les tempéraments. Il y a une grande tradition comme ça, on pourrait aller jusque la Bruyère, parce qu'en fait, c'est une observation que chacun fait dès qu'on a des enfants, dès qu'on a des animaux, que même si on a des jumeaux, hein, vous remontez dans la mythologie grecque, voilà, Apollon, Artémis sont jumeaux, sœurs et frères, mais ils sont très différents de caractère. Et donc, il y a des grandes différences, et c'est notable, on peut observer ça très tôt. Et donc, ça a intrigué les gens depuis l'Antiquité. Et depuis l'Antiquité aussi, les médecins se rendent compte que ça a une influence sur le développement des maladies. Des maladies qu'on dirait du psychisme aujourd'hui, mais ou même des maladies somatiques, hein. Vous avez toutes et tous appris la théorie des humeurs. Et dès l'Antiquité, à l'époque d'Hippocrate, hein, voilà, il y a des tempéraments plutôt bilieux, des tempéraments flegmatiques, des tempéraments colériques, et on rattachait ça à certaines prédominances des humeurs dans le corps. Donc cette idée qu'il y aurait des différences vraiment de personnalité qui seraient importantes à saisir, à conceptualiser pour la médecine, c'est une idée extrêmement ancienne. Et on pourrait vraiment faire un travail très très fin, très très méticuleux d'historien en remontant à l'Antiquité. Alors je vais commencer vraiment moi au seuil de la modernité. Vous allez voir, on va arriver très vite au contemporain, hein, pour vous dire que cette conviction médicale, si elle est très très ancienne, merci, il va falloir me le rappeler plusieurs fois. Cette conviction, si elle est très très ancienne, elle commence vraiment à s'institutionnaliser au XIXe siècle, et notamment sous la plume de Théodule Ribot, qui consacre l'expression de maladie de la personnalité dans le titre d'un livre publié en 1885. Vous voyez, donc maladie,
ce qui donnera plus tard trouble de la personnalité, hein, ça commence vraiment à être questionné en tant qu'étiquette, vraiment nosologique, à la fin du 19e siècle. Alors après, on pourrait aborder différents auteurs qui commencent à s'intéresser au statut plus ou moins pathologique de certaines personnalités. Je ne vais pas essayer d'en dresser une liste, je vous ai donné quelques références. Ce que je veux juste montrer à travers cette diapositive, et ce qui me semble très très important, c'est d'abord le fait qu'il y a une pluralité, une grande diversité d'approches de la personnalité à partir du 19e siècle. Il y a d'abord toute l'approche phrénologique, puis ensuite l'anthropologie criminelle, comme par exemple Lombroso en 1887, qui consiste à appréhender la personnalité sous l'angle de l'hérédité, de la dégénérescence, et qui essaie d'expliquer comme ça certains traits de la criminalité, etc. Donc vous avez déjà cet angle-là qui est vraiment très important, très novateur à l'époque. Vous avez bien évidemment aussi toute l'invention freudienne, la psychanalyse, avec la théorie des stades du caractère, hein, vous connaissez, stade oral, stade anal, etc., et qui cherchent à définir vraiment leur rôle dans la généalogie des névreuses. Et puis vous avez aussi encore un pan assez différent qui s'inscrit plus dans la tradition psychiatrique, dans la psychiatrie allemande, à la suite de Kretschmer ou Schneider, début du XXe siècle, où on cherche à organiser des typologies de caractère et de personnalité psychopathique. Et enfin, dernier grand courant, donc vous voyez, des courants très très divers, avec vraiment des fondements extrêmement divers. Aux États-Unis, je vais y revenir, on parlait tout à l'heure du Big Five, le développement de la psychologie différentielle, on commence vraiment à faire des mesures statistiques assez précises, donc au début des années 30, où on focalise d'emblée sur les traits de la personnalité, et qui vont, dans les décennies suivantes, déboucher sur une approche dimensionnelle des troubles de la personnalité, qui est aujourd'hui très très influente. Donc, beaucoup de champs théoriques qui s'intéressent à la personnalité dès la fin du 19e siècle, ça c'est le premier point. Des concepts en concurrence, tempérament, caractère, personnalité, constitution, voilà, est-ce que ce sont des synonymes, est-ce qu'il faut effectuer des différences? Ce qui amène, par exemple, hein, le philosophe et psychiatre Karl Jaspers, l'un des grands philosophes et psychiatres du XXe siècle, à regretter dans sa psychopathologie générale au début du XXe siècle, je le cite, « Dans tous les problèmes et toutes les recherches psychopathologiques, la première nécessité est d'utiliser toujours, en y attachant le même sens, des notions relativement bien définies, mais aucune notion n'est utilisée dans des sens plus divers et variables que celle de personnalité. » Donc vous voyez, critique virulente d'un philosophe clinicien au début du XXe siècle. Hein, voilà, on utilise beaucoup de personnalités, c'est énormément utilisé en clinique, mais dans des sens extrêmement différents. Et je vous l'ai dit, hein, aussi dans des horizons théoriques extrêmement différents. Alors, il y a des horizons théoriques différents et du coup, il y a aussi des approches très différentes. Je ne vais pas les détailler ici, mais il y a des approches qu'on va dire plutôt étiologiques. On cherche les causes vraiment qui expliquent pourquoi il y a des personnalités singulières, des approches pathogéniques, pourquoi il y a des personnalités qui deviennent pathologiques à un moment du développement et de la biographie, et puis des approches plus descriptives hein, qui s'intéressent aux comparaisons qu'il peut y avoir entre différents types de personnalités, différents traits de personnalité entre les gens. Alors, pour ceux que ça intéresse, hein, les articles de Pichot dans les années 60, hein, un article de 65, 2 articles de 65, les modèles de la personnalité en psychologie et les personnalités pathologiques restent des bons articles. Hein, qui est Pierre Pichot, donc, j'aurais dû mettre les références, mais qui reste aujourd'hui très valable. Alors, je vais m'intéresser plus précisément, donc non pas à la notion de personnalité, mais la notion de trouble de la personnalité. Simplement pour vous dire, déjà, on a une notion de personnalité qui est compliquée. Alors, vous rajoutez à ça trouble, avec cette métaphore, et vous avez une étiquette qui devient doublement ambiguë, doublement compliquée, parce que déjà, on ne s'entend pas vraiment sur ce que c'est disorder, disease, mental disorder, c'est déjà compliqué. Alors là, on ne s'entend pas sur personnalité, mais alors, qu'est-ce que c'est encore qu'un trouble de la personnalité? Donc, il y a cette première difficulté, et puis il va y avoir toutes sortes de difficultés qui vont s'accumuler. Le fait que, déjà, la personnalité est définie par sa stabilité. On l'a très tôt on va dire, ça se fixe à la fin de l'enfance, début de l'adolescence, on apprend ça généralement. Et puis, le trouble de la personnalité, c'est à peu près là aussi où ça se rigidifie. Et donc, il y a quelque chose qui est défini par sa rigidité
et qui est à la limite justement du normal et du pathologique, puisque déjà la personnalité se définit par une certaine forme de rigidité. La deuxième grande difficulté qu'on a d'un point de vue clinique, c'est que ça va être systématiquement décrit à travers l'idée d'une anxiété subjective minimale, donc il y a peu de souffrance qui apparaît, et un sentiment faible ou nul de souffrance. Et donc déjà, il y a peu, si vous voulez, d'insight, comme on peut dire d'un point de vue clinique, ou d'appel à l'aide chez les gens qui souffrent d'un trouble de la personnalité. Donc déjà, il y a quelque chose qui est un peu compliqué d'un point de vue moral, parce que ça va être des troubles dont les patients ne cherchent pas forcément une aide spontanément, ou qui refusent d'identifier comme tel. Donc déjà, et ça c'est une idée ancienne. La troisième chose, c'est qu'il y a beaucoup de jugements de valeur qu'on peut faire apparaître même dans les critères. Alors à l'époque, par exemple, dans le DSM-3, c'était ce qu'on appelait le cluster B, où il y a très nettement, hein, voilà, personnalité narcissique, il y a plein de jugements de valeur juste pour définir ce que c'est que le narcissisme. Qui est narcissique ici? Moi. Voilà, voilà. C'est un jugement, c'est une manière de juger les gens. C'est un mot qui est tout à fait commun, qui renvoie là aussi à la mythologie grecque. Et c'est pas évident d'en faire un terme descriptif sans qu'il n'y ait plus de jugement de valeur. D'accord? Et c'est pareil, alors, personnalité évitante, antisociale, mon Dieu. Vous voyez, il y a beaucoup de jugements de valeur et c'est difficile de garder, si vous voulez, ce qu'on voudrait si on veut faire de la science, c'est-à-dire le caractère purement descriptif, sans mobiliser encore ces jugements de valeur. Et puis, il y a d'autres enjeux qui sont très lourds et qui ont beaucoup freiné justement le développement des troubles de la personnalité. Ce sont les enjeux médico-légaux. Je pense que vous allez aborder cette question-là un moment cette année. Alors, il y a un article qui reste très, très important à mes yeux, parce qu'il a abordé ça de manière frontale. Hein, c'est l'article de Kendall. Je vous ai donné la référence. Article de Kendall de 2002, où il montrait comment en Angleterre, comment en Angleterre, les troubles de la personnalité ont soulevé vraiment des difficultés importantes à la charnière médico-légale au tournant du XXe siècle, notamment avec l'émergence du terrorisme et la question de la dangerosité. C'est encore très très présent. Vous savez, ça fait partie des troubles qui peuvent être le plus facilement diagnostiqués en prison quand on cherche à le diagnostiquer. Et ces difficultés parce que, en termes de dangerosité, justement, puisqu'on ne sait pas bien le guérir et que c'est rigide, eh bien, une fois qu'on a un trouble de la personnalité, ça veut dire, en gros, on pose une étiquette de dangerosité à vie. Et donc, ça veut dire que si c'est pour un prisonnier, on le laisse d'autant moins sortir et il a d'autant moins de chances, si vous voulez, de pouvoir être réintégré dans la société ensuite. Donc, Kendall explique bien comment il y a quelque chose qui peut se retourner contre les patients à travers cette étiquette si elle est utilisée à des fins coercitives plutôt qu'à des fins thérapeutiques. D'accord? Donc c'est un enjeu qui, je ne pourrais pas insister là-dessus, hein, mais qui, à mon sens, est vraiment lourd et compliqué. Et même d'ailleurs chez les cliniciens, hein, puisque il y a d'autres articles qui montraient aussi que à partir du moment où c'est pas facile à être traité, c'est aussi souvent ce qu'on appelle des patients difficiles. Et donc des patients aussi où, en tant que clinicien, on aimerait s'en débarrasser parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Typiquement, le patient difficile, c'est un patient qui souffre d'un trouble de la personnalité. Bon, donc voilà beaucoup de choses qui font que, vous voyez, il y a une grande, on pourrait dire, hétérogénéité ou richesse théorique, suivant le point de vue. Ça veut dire que c'est aussi un problème important, qui fait qu'on s'est concentré sur la question de la personnalité à la fin du 19e siècle. Et puis, il y a cette définition, le trouble de la personnalité, qui va rester fluctuante jusqu'à aujourd'hui. Hein, je vais essayer maintenant de rentrer vraiment dans la modernité clinique, si vous voulez, en commençant d'emblée en 1980 avec l'apparition du DSM-3, donc la classification américaine des troubles mentaux, hein, la grande concurrente de la CIM. Bon, j'imagine qu'à Sainte-Anne, vous êtes un petit peu habitué quand même à cette classification. Donc, je vais parler un petit peu de l'histoire du DSM-3 jusqu'au DSM-5 aujourd'hui et voir comment c'est le DSM qui a consacré plus que la CIM l'importance des troubles de la personnalité et comment aussi c'est à l'intérieur même du DSM où une crise nosologique très profonde va apparaître autour des troubles de la personnalité. Donc, petit rappel très bref du DSM-3, donc troisième version du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. C'est une classification au départ un petit peu confidentielle,
réservé aux psychiatres américains, qui va avoir un succès énorme à partir de sa troisième version, le DSM-3, qui est traduite dans de nombreuses langues dans le monde et qui va vraiment imposer la psychiatrie américaine à l'avant-scène de la psychiatrie mondiale. Il y avait, si j'essaie de résumer à très gros traits, 4 grandes innovations dans le DSM. D'abord, une approche descriptive ou théorique, je ne reviendrai pas là-dessus. Des critères précis pour chaque catégorie. DSM2 fait cette épaisseur-là. DSM3, c'est déjà un énorme manuel. Et si vous avez le DSM5, vous voyez que c'est un manuel de plus de 1000 pages. Donc, c'est une grosse classification. L'inclusion au sein de la classification des données descriptives, ce qui explique pourquoi elle est grosse. On ne donne pas seulement des critères, comme ça, une liste de critères, mais vous avez tout un pan qui est réactualisé, normalement le plus actualisé quand il le faut, le plus fréquemment possible, qui essaie de tenir à jour ce qu'on sait de mieux d'un point de vue scientifique sur chacun des troubles décrits. Donc c'est pas juste on donne des critères, mais on donne aussi toutes les données épidémiologiques, sexe ratio, prévalence, etc. Et puis voilà, je l'ai mis en rouge, hein, la grande nouveauté du DSM-3, c'est l'inclusion d'un système multi-axial. Alors, la première partie de mon exposé va consister à me consacrer sur ce système multi-axial, qui était vraiment la grande innovation, qui était présentée donc, comme un changement de paradigme. On abuse souvent quand on parle de paradigme comme ça, mais quelque chose de vraiment révolutionnaire. Alors, on doit vraiment cette innovation à un psychologue, j'insiste, un psychologue, Théodore Millon, qui était impliqué dans la fabrication du DSM-3. Alors, on pourrait faire la généalogie. Hein. Généralement, quand on essaie de savoir d'où vient le système multi-axial, on peut remonter à Essen-Müller, un psychiatre suédois. C'est l'un des premiers qui propose un système multi-axial à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Puis ensuite, c'est repris par des psychiatres anglais dans les années 50. Là où, dans les années 70, d'autres psychiatres britanniques, Rutter, Schaeffer et Shepherd, mettent au point pour l'OMS une classification multi-axiale pour les troubles psychiatriques de l'enfance. Donc chez l'enfant, on avait déjà en germe cette idée de classification multi-axiale, mais c'est Millon, un psychologue, qui s'empare de cette idée pour la proposer au DSM-3, avec comme volonté clairement affichée, hein, de vraiment proposer quelque chose de tout à fait novateur, de tout à fait original. Hein, je cite Millon, en 1983, donc après l'apparition du DSM-3, il dit voilà, l'introduction dans le DSM-3, à la fois de l'axe 2, j'y reviendrai, trouble de la personnalité, de l'axe 4, facteurs de stress psychosociaux, et de l'axe 5, meilleur fonctionnement adaptatif, même s'ils ne sont pas toujours nécessaires, augure volontiers d'une conception radicalement nouvelle du diagnostic psychopathologique. Dorénavant, la norme en matière de classification impose aux cliniciens de ne pas s'arrêter à l'entité maladie, mais de viser à dégager un panorama entier de dimensions contextuelles, avec en particulier l'allure générale du fonctionnement psychologique de la personne, les caractéristiques de son environnement et de sa situation, ainsi que ses forces et ses possibilités de s'en sortir de manière saine et constructive. Donc vous voyez, l'idéal du système multi-axial, avec différents axes, c'était de proposer un modèle intégrateur du diagnostic qui ne néglige pas les composantes psychologiques et sociales. C'était vraiment l'idée que le DSM, dans sa vocation initiale, voulait être bio-psychosocial, bio plutôt pour les entités cliniques, psycho pour les troubles de la personnalité, social pour les axes 4 et 5 de la classification. Donc l'idée, c'était de s'opposer à la prédominance du modèle biomédical traditionnel, trop centré sur la prédominance du modèle médical, pour essayer vraiment de proposer un modèle vraiment intégrateur et qui offre vraiment un panorama, donc, qui a une vraie dimension holistique. Donc le système multi-axial va s'élaborer au fil des années 70. Hein. L'idée est adoptée assez vite. Hein. Vous savez que DSM-3, c'est quand même 6 ans de fabrication. C'est beaucoup pour une classification, avec beaucoup de spécialistes qui sont impliqués. Et puis, c'est assez intéressant quand on regarde dans les archives, c'est qu'on voit qu'il y a eu plein de discussions sur comment on va les construire, les axes. Bon, noblesse oblige, l'axe 1, ça va être pour les troubles, les syndromes cliniques hérités de la tradition psychiatrique, d'accord, axe 1. L'axe 2, consacré aux troubles de la personnalité, déjà avec 2 sous-sections, hein, l'une pour l'adulte, l'autre pour l'enfant.
L'axe 3, eh bien là, va viser à recenser les troubles et les affections somatiques susceptibles d'avoir une importance pour la compréhension et le traitement du sujet. Donc là, quelque chose qui serait important pour tout ce qui est de la comorbidité, essayer de comprendre vraiment, intégrer aussi la psychiatrie dans l'ensemble de la médecine, alors qu'elle a longtemps eu un statut à part. L'axe 4, qui visait à évaluer la sévérité des facteurs de stress psychosociaux. Et l'axe 5, une échelle destinée à évaluer le niveau d'adaptation, de fonctionnement le plus élevé de l'individu dans l'année écoulée. Donc, voilà, ce sont les axes qui ont été retenus. Il y a un moment, on s'est demandé, tiens, est-ce qu'on ne fait pas un axe pour, par exemple, mesurer la sévérité du trouble? On sait faire ça un moment. L'autre idée, c'était un axe aussi pour évaluer l'évolution de la maladie ou son pronostic, ou encore un axe pour apprécier la réponse au traitement. Donc, vous voyez, il y a eu plein d'idées qui ont germé comme ça. Il y a même eu un moment cette proposition étonnante d'offrir un axe aux psychanalystes, puisqu'ils n'étaient pas très contents, ils sentaient que le DSM, ça n'allait pas tellement dans leur sens. Et puis, bon voilà, pour essayer de faire la paix des braves, on s'est dit, tiens, peut-être un axe 6 pour eux. Ça a été proposé en 1978, 2 ans avant l'apparition du diagnostic, pour enregistrer les processus psychodynamiques. Bon, ça ne s'est pas fait. Toujours est-il que voilà, il y a ce système qui est fait, et puis finalement donc 5 axes, avec axe 4 et 5 qui sont tout petits, et puis très très vite en fait on va voir que le système multiaxial est généreux dans l'idée. Dans le résultat, la classification fait 400 pages, il y en a, je ne sais plus, à vue de nez, 310 pour l'axe 1. Vous voyez, les 4 axes suivants, c'est rien du tout dans la classification. C'est un peu du décor. Bon, alors, mais l'idée au départ était généreuse et malheureusement, elle va se heurter au mur de la réalité. Philippe Gorwood rappelait tout à l'heure que la classification d'abord remplit un rôle pratique, pas un rôle de recherche, et le DSM-3 remplissait un rôle très très pratique. Et donc le premier échec, justement, ce sera un rôle pratique. À l'apparition du DSM, d'emblée, le système multiaxial se heurte à une difficulté majeure aux États-Unis, dont on n'a pas tellement eu conscience jamais en France, parce qu'en France, le DSM n'a jamais eu un usage administratif et social comme il a pu l'avoir aux États-Unis très tôt, avec les assurances privées. Et pourquoi il y a eu une difficulté contextuelle? Simplement parce que c'est lié à beaucoup de données géopolitiques propres à la psychiatrie américaine. D'abord, il y a une restructuration très très profonde dans les années 70 de l'association psychiatrie américaine, l'APA. Le but, c'est un petit peu de redorer le blason de la psychiatrie. On est en pleine période de l'antipsychiatrie. Vous voyez, les années 70, c'est vol au-dessus d'un nid de coucou. Si vous vous souvenez du film avec Jack Nicholson, ça donne pas une image très reluisante de la psychiatrie. D'accord ? Donc, on a besoin d'essayer de montrer que quand même la psychiatrie, c'est une vraie discipline qui n'est pas juste coercitive. Et on cherche aussi à lutter contre la stigmatisation des malades mentaux. Et on cherche du coup à influencer les décideurs politiques. On cherche clairement, c'est-à-dire c'est le début de ce qu'on appelle le lobbying. On va à Washington, on va voir les sénateurs, et puis on va essayer, clairement avec les budgets, alors on ne sait pas encore trop, les années 70, est-ce que ça va être démocrate, est-ce que c'est Carter, voilà, alors très vite après, ça va être les années Reagan, donc il va y avoir déjà un tournant budgétaire, mais on essaie de dire, voilà, on va essayer de promouvoir de ce qu'on appelait aux États-Unis, qui est un problème récurrent jusqu'à Obamacare, de dire, on va essayer d'améliorer la parité des soins, c'est-à-dire essayer d'améliorer la prise en charge des troubles psychologiques et psychiques, sachant que comme c'est surtout un système d'assurance privée, s'il n'y a pas de preuves, il y a rarement des preuves en psychiatrie, eh bien, les assurances privées rechignent à prendre en charge les troubles. Vous voyez, vous avez une jambe cassée, facile à prendre en charge, donc bon, on peut voir, suivant la police d'assurance à laquelle vous souscrivez, si ça va être pris en charge. Une dépression, voilà, quand vous êtes assureur, vous n'aimez pas trop, quoi. Comment vous allez, alors si c'est un prof de philo en plus, dépressif, vous imaginez, donc c'est l'horreur. Et donc évidemment, comme il n'y a pas de preuve, ça ressort en dernière instance au diagnostic du clinicien, et pas un bilan biologique, etc. Et donc, il faut avoir extrêmement confiance, du coup, au diagnostic que donne le clinicien. Et donc, le DSM-3, avec ses critères assez rigides, devait apporter la garantie que le clinicien n'allait pas mal user, si vous voulez, des classifications, et du coup, que les assureurs pouvaient s'appuyer sur cette classification. Donc, vous voyez, tout un rôle très, très compliqué qui cherchait à convaincre les assurances de mieux prendre en charge les troubles mentaux. Et donc, le premier échec du système multiaxial, c'est que justement, par rapport à ça, eh bien, la difficulté qui va se poser, c'est qu'il n'y a que l'axe 1 qui va vraiment satisfaire
les assurances, parce que c'est là où on a des troubles qui semblent bien définis, et puis ils vont piocher d'ailleurs, ils vont dire tiens, là, celui-là, schizophrénie, on va le rembourser, celui-là, on va pas le rembourser, etc. C'est ce qui fait que pendant très longtemps aux États-Unis, quand vous êtes un patient, que vous allez voir un clinicien, la première chose qu'il vous demande, c'est pas votre carte de sécurité sociale, c'est quoi votre police d'assurance, qu'est-ce qui n'hésitez pas, quand vous avez un bon médecin, à dealer vraiment au sens pas très noble, le diagnostic en disant bon, si on écrit ça, est-ce que vous pourrez être pris en charge? Parce que si je mets le vrai diagnostic, voilà, il n'y aura pas de remboursement. Donc c'est aussi quelque chose qui a été très embêtant dès le départ pour le DSM, c'est que un bon clinicien essaie de faire en sorte que son patient puisse être pris en charge, surtout s'il est pauvre. Et pour ça, ça dépend du diagnostic qui lui permet ou pas d'être pris en charge. Et donc, certains diagnostics vont être plus mis en avant ou pas pour des raisons purement utilitaires. Et les troubles de la personnalité vont très vite passer à la trappe. Ils ne sont pas bons parce que ça ne plaît pas du tout aux assureurs. Et surtout, plus encore que les troubles de la personnalité, ce qui va poser un vrai problème, ce sont les axes 4 et 5, puisque c'est stress psychosocial et puis retentissement sur le fonctionnement. Et ça, c'est très, très gênant d'un point de vue purement politique. C'est ces données-là, si elles apparaissent chez des assureurs, même à titre confidentiel, c'est quelque chose d'assez explosif parce que ça tient aux performances au travail, etc. Et donc, les médecins se disent, non, il faut que ce soit confidentiel. Donc, tout ça pour vous dire que le premier échec, c'est qu'en fait, d'emblée, les médecins vont devoir se restreindre quand ils prennent des données, quand ils enregistrent les données à des fins administratives, à n'enregistrer les données que sur les axes 1, 2, 3. Donc en gros, déjà, axes 4 et 5, ils seront là juste pour décorer, ils n'auront jamais aucune utilité véritable, sauf à des fins de recherche, mais déjà, ils ne servaient pas à grand-chose, simplement parce que, juste pour protéger les patients, on ne pouvait pas enregistrer ces données-là. C'était des données trop sensibles, si vous voulez, au niveau social. Et donc, la conséquence, c'est qu'avant même sa publication, le DSM-3 est virtuellement, si vous voulez, puisque dans le texte, on voit les 5 axes, mais il est virtuellement amputé de 2 de ces 5 axes proposés, dans la mesure où les axes 4 et 5, en réalité, alors en France, c'est à peine si on n'a jamais su qu'ils existaient. Aux États-Unis, ils n'ont jamais vraiment été utilisés dans la pratique. Donc, le diagnostic officiel, c'est-à-dire celui qui compte quand on enregistre les données à des fins administratives, reposera presque exclusivement sur les axes 1, 2, 3. D'accord ? Ça, c'est le premier déjà couac, si vous voulez, sur le système multiaxial. Vous voyez, 5 axes, il en reste 3 déjà. Avec le troisième aussi qui posait problème, puisque c'était les autres maladies corporelles, et puis là aussi, ça pouvait poser problème de confidentialité. Bon. Deuxième échec, et là ça porte plus sur les troubles de la personnalité, c'est ce qu'on peut appeler l'échec à l'usage. C'est qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où le DSM va apparaître comme la classification de référence. Alors le premier problème, qui est un problème mineur, mais qui va se poser très vite, c'est le rapport entre axe 1 et axe 3. Axe 1, les troubles mentaux, axe 3, les troubles somatiques. Et donc vous voyez, alors que le DSM prétend être une classification qui dépasse le vieux dualisme philosophique entre le corps et l'esprit, dit non, on ne présuppose pas que c'est ni biologique ni psychologique, eh bien là, il y a quand même quelque chose où l'axe 1 et l'axe 3 reproduit dans la nosologie officielle le vieux dualisme cartésien, où on a l'opposition entre corps et esprit. Donc, certes, ça facilite l'axe 3, la prise en compte des affections médicales générales, un cancer, qui peut avoir une influence évidemment sur le fait d'être dépressif, etc. Mais dans la structure même de la classification, voilà, c'est quelque chose qui est un petit peu gênant. Parce que le système multiaxial met quand même en rivalité un trouble mental avec l'ensemble des autres troubles, comme s'ils étaient quand même à part. C'est ça que ça veut dire. C'est que ce n'est pas des maladies comme les autres, puisqu'ils sont sur un axe à part. Vous voyez ? Donc c'est quand même quelque chose, même si d'un point de vue pratique, ce n'est pas très gênant, mais d'un point de vue conceptuel, ça produit en réalité le contraire que ça vise, c'est-à-dire ça montre quand même la régionalité des troubles psychiatriques. Ils sont à part. De fait, ils sont sur un axe à part. Deuxième problème, et là, il va être bien plus grave, c'est le problème, je pense que vous en avez entendu parler, c'est le problème de la comorbidité excessive. D'accord ? C'est que très vite, on va se rendre compte qu'il y a un problème, et alors plus on va avancer dans les années, plus on va se rendre compte que c'est un problème immense. C'est d'un côté, à l'intérieur même de l'axe 1, eh bien, quand on fait autant de diagnostics qu'on doit le faire, et comme il invite le DSM-3, on se rend compte que non seulement il est dépressif, mais il a un autre trouble, etc. Et donc, il y a beaucoup de comorbidité à l'intérieur de l'axe 1. On se rend compte qu'il y a beaucoup de comorbidité aussi à l'intérieur de l'axe 2.
C'est-à-dire, quand il y a un trouble de personnalité, je sais pas, borderline, il y a souvent aussi un autre trouble de personnalité, etc. Et donc, on a beaucoup de comorbidités. Et puis, on se rend compte aussi qu'il y a une comorbidité entre les troubles de l'axe 1 et les troubles de l'axe 2. Donc, vous voyez, comorbidité à tous les étages. Comorbidité à tous les étages. Alors, au départ, ce n'est pas très gênant parce qu'il y a peu d'études épidémiologiques sur les troubles de la personnalité. Il y en a déjà peu sur les troubles mentaux en général. Hein, ça commence seulement à la fin des années 70, la grande étude ICIE, qui est une étude en population générale. Mais les premières grandes études épidémiologiques sur les troubles de la personnalité, c'est à la fin des années 90. Et c'est là où on commence à avoir des idées des prévalences des troubles de la personnalité en population générale. Et puis, c'est vraiment dans les années 2000 où là, on se rend compte du phénomène massif de la comorbidité entre tous les axes. Et donc, on va avoir quelque chose qui va devenir un peu étrange d'un point de vue théorique, puisqu'on a un rapport au départ qui est un rapport de complémentarité. Et c'était ce qui était visé. On cherche à être complémentaire entre le biomédical et le psychosocial. Donc, d'un côté, l'axe 1, plutôt pour les troubles médicaux, l'axe 2, plutôt côté de la psychologie, fonctionnement psychologique. Donc, au départ, on a de la complémentarité qui va devenir un petit peu rivalité, puisqu'il faut quand même choisir, par exemple, si le trouble principal, c'est un trouble de l'axe 1 ou un trouble de l'axe 2. Il va falloir choisir un moment quand même. Est-ce que c'est plutôt un trouble de la personnalité ou voilà, est-ce qu'il est schizophrène en co ou est-ce que c'est un borderline? Il va falloir choisir. Il va falloir mettre en avant un diagnostic pour des raisons pratiques et aussi, quand on fait de la recherche, pour des raisons théoriques. Où est-ce qu'on le met? Dans quelle cohorte? Bon. Alors, un auteur important reconnaît comme ça quand même le fait que le DSM-3, grâce à cet axe, même s'il y a justement aussi parce qu'il y a ce rapport de rivalité, a permis la reconnaissance institutionnelle, qui a été beaucoup plus longue en France, mais aux États-Unis, en tout cas, ça l'a vraiment fait émerger. Hein, ça a été, si vous voulez, le pied par lequel les psychologues ont pu rentrer dans la forteresse psychiatrique. Très clairement, à la fin du XXe siècle, les psychologues se sont immiscés dans la forteresse psychiatrique grâce au DSM, parce qu'ils avaient quand même un axe qui permettait de faire des recherches, qui permettait de faire des rapports de corrélation et de comparaison avec les troubles issus de la tradition clinique. Et John Livelsley, qui est psychologue et psychiatre, écrit, par exemple, en 1995, je traduis, c'est une traduction que j'ai faite, au cours, disons, des 15 dernières années, donc vous voyez, il remonte au DSM-3, le statut universitaire et scientifique de l'étude des troubles de la personnalité a considérablement changé. Important. Et là-dessus, il a tout à fait raison. Ça a changé. Ça a vraiment changé aux États-Unis. Les années 80, c'est là où les troubles de la personnalité vraiment émergent comme champ disciplinaire important. Après avoir été un domaine relativement négligé de la psychopathologie, les troubles de la personnalité ont émergé comme un champ de recherche clinique actif et fertile. Peu à peu, la compréhension scientifique de ces troubles vient compléter des intuitions plus anciennes. Tous ces développements doivent beaucoup au DSM-3. En classifiant les troubles de la personnalité sur un axe séparé, le DSM-3 a attiré l'attention sur leur importance clinique. Vous voyez, citation qui est très bien, parce qu'elle est sobre, et elle résume assez bien ce qui s'est passé de manière importante aux années 80. Bien, maintenant, on va essayer de venir, vous voyez, donc, le changement des années 80, et je vais essayer de montrer comment on est arrivé à ce statut émergent, à quelque chose d'aujourd'hui qui est une crise très très profonde, intéressante, parce que comme toute crise, elle peut déboucher sur, pour le coup, une vraie révolution scientifique. On n'est pas à l'abri, ce serait peut-être bien, ça ferait du bien quand même, un peu d'air frais. Et je vais essayer de montrer comment cette crise nosologique est aussi une crise profondément disciplinaire, dans une rivalité importante aux États-Unis, très très négligée en France. Et ça explique aussi l'une des interrogations tout à l'heure de Jean, entre les psychologues et les psychiatres. Philippe Gorwood a insisté tout à l'heure, mais c'est un point vraiment important. Le statut, retenez tout le temps, le statut, je ne sais pas s'il y a des psychologues dans la salle, j'imagine, mais le statut des psychologues aux États-Unis n'a pas grand-chose à voir avec le statut des psychologues en France. En France, je suis désolé pour vous, mais vous êtes des auxiliaires, ou vous êtes dans une situation ancillaire par rapport aux médecins, que vous servez le plus souvent, voilà, de fait, parce que l'institution médicale est très très forte. Aux États-Unis, c'est aussi le cas. On est généralement mieux payé et plus autonome quand on est médecin que quand on est psychologue. Par contre, le statut académique est complètement différent. Le statut académique est très très différent et vous avez encore aux États-Unis, aujourd'hui comme les années 70, des psychologues, parce que la discipline psychologie
dans les universités américaines est beaucoup plus puissante, beaucoup plus représentée, elle publie beaucoup plus qu'en France, d'accord? Et c'est une psychologie très différente aussi, hein, beaucoup moins psychanalyste, beaucoup plus scientifique, mais en gros, depuis longtemps, les psychologues américains voient les psychiatres comme des bricoleurs praticiens, et eux se voient vraiment comme des scientifiques. D'accord? Donc ils voient de haut, hein, on a ça chez donc les psychologues les plus prestigieux, hein, comme Paul Mill, je commence par ça justement dans mon livre sur le DSM-3, il prenait voilà, il prenait de haut les psychiatres, il disait je vais plus à leurs conférences, c'est complètement nul, c'est pas scientifique, quoi. Nous on fait de la vraie science, d'accord? Et ça c'est quelque chose qui est important parce que cette rivalité, elle existe encore énormément et elle a été très très active au sein des comités du DSM. C'est très intéressant de voir, par exemple, dans le DSM, si c'est plutôt du côté du MD, Medical Doctor, donc du côté médecin, ou PhD, du côté de la thèse de psychologie. Alors, ceux qui se débrouillent le mieux, ce sont ceux qui ont les deux, hein, MD et PhD, parce que du coup, ils peuvent jouer sur les deux tableaux, ou ils peuvent se présenter comme... c'est le cas de Lively, je crois, si je ne me trompe pas. Mais le point qui est important, c'est qu'il y a une querelle disciplinaire. Et alors, on peut le voir seulement du côté de la guerre disciplinaire, c'est pas très intéressant, mais cette guerre disciplinaire est plus intéressante aussi, en tout cas pour le philosophe que je suis, si on le voit aussi du côté théorique. C'est que c'est pas non plus les mêmes traditions. Quand on est clinicien psychiatrique, bah voilà, on a tout l'héritage de Pinel, Esquirol, jusqu'à Kraepelin, Bleuler, etc. Quand on vient, au contraire, de la formation de psychologie, et surtout la psychologie américaine, ce qui compte, bah, c'est les études qui sont faites justement sur la personnalité, très tôt au XXe siècle, et qui deviennent vraiment importantes avec beaucoup de travaux empiriques et extrêmement poussés. D'accord ? Et là, il va y avoir une concurrence importante, et vous allez voir que ça va se révéler clairement au grand jour au DSM-5. D'accord ? Pour l'instant, DSM-3, si vous voulez, comme je vous ai dit, c'est un peu une paix des braves. Les psychiatres ne se rendent pas compte qu'ils ont fait rentrer le loup dans la bergerie. Et puis, bon, voilà, il y a l'axe 2 qui est proposé, comme ça, sans difficulté. Donc, histoire un petit peu tumultueuse, si vous voulez, des rivalités, des rapports plutôt entre axe 1 et axe 2. Donc, petit retour en arrière, DSM-1, comme je vous ai dit, toute petite classification confidentielle, plutôt à des fins de recherche et d'administration à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, en 1952. Les troubles de la personnalité avaient déjà une influence importante. Ça tient à Adolf Meyer, ça tient au concept de réaction, ça tient à beaucoup de choses, à l'influence de la psychanalyse aussi aux États-Unis. Déjà, ils étaient présentés comme source d'un mauvais pronostic, donc il y avait une place importante, mais déjà compliquée au niveau de la nosologie. Dans le DSM-2, donc avant le DSM-3, c'est 68, les troubles de la personnalité sont regroupés déjà dans une section, hein, c'était par section, là c'était la section 5, et il y avait une règle qui invitait à être parcimonieux quand on est clinicien, donc c'est clairement dit dans le DSM-2, c'est en gros, s'il vous plaît, donner la priorité au diagnostic le plus grave. Donc quand on était un clinicien, il fallait mettre un diagnostic principal. Est-ce que c'est dépression? Est-ce que c'est... voilà, mais suivant la gravité, suivant celui qu'on trouvait être le plus saillant ou le plus important ou à traiter en priorité. D'accord? Vous suivez? Donc il y avait une règle de parcimonie. Que change le DSM-3 avec le système multiaxial? C'est qu'il encourage explicitement les cliniciens à poser des diagnostics multiples. Pourquoi? On se dit parce que si on leur demande de choisir, ils vont choisir justement pour des raisons administratives et pas forcément pour de bonnes raisons scientifiques. Et si on veut faire de la recherche, par exemple, ça peut être intéressant de voir comment les diagnostics justement jouent de manière différentielle les uns par rapport aux autres et comment du coup on va pouvoir ensuite améliorer la classification en essayant de faire passer un scalpel nosologique, en affinant les critères pour mieux distinguer les troubles des uns des autres. Donc le DSM-3 invite clairement les cliniciens à poser objectivement le plus de diagnostics possible, suivant que les critères pour chacun des diagnostics sont remplis ou pas. Donc idéalement, voilà, un bon clinicien, ce serait celui qui regarde si tel patient remplit les critères de la dépression, remplit les critères des troubles schizoaffectifs, remplit, voilà, et puis pose autant de diagnostics qu'il le faut. Mais il y a quand même l'idée, hein, vous voyez, je cite, hein, le diagnostic principal peut être porté sur l'axe 1 ou sur l'axe 2. Donc là, vous voyez, rivalité quand même, fait autant de diagnostics qu'il faut, mais le clinicien est quand même invité à poser un diagnostic principal. Donc, nouveauté du DSM-3, si je résume, rejet de la règle de parcimonie, mais quand même, on continue de garder l'idée d'une prédominance d'un diagnostic sur un autre. D'accord? Donc, d'un point de vue théorique, hein, il y a une compossibilité des étiquettes entre elles, mais il y a aussi
certains troubles qui sont exclusifs les uns des autres. C'est souvent le critère E. Donc il y a des choses assez compliquées qui se passent. Ça, c'est pour le DSM-3, on est en 1980. Qu'est-ce qui va se passer maintenant en 1987? Il y a le DSM-3R. Alors, le 3R, c'est la première révision du DSM, seulement 7 ans après. Ça semble beaucoup, mais c'est très peu. Et le DSM-3R, hein, pour R pour Revised, donc on a révisé la classification. Contrairement aux apparences, c'est une classification où il y a beaucoup de modifications introduites. C'est une classification qui change beaucoup par rapport au DSM-3. C'est l'une des raisons qui fait qu'après DSM-4, les auteurs vont dire, bon, il faut vraiment qu'on calme, qu'on lève le pied de l'accélérateur parce que les cliniciens ne suivent pas, les chercheurs eux-mêmes ne suivent pas. Les critères de la dépression en 87 sont plus tout à fait les mêmes qu'en 80. Si on change tous les 4-5 ans, on ne peut plus faire des études qui permettent d'être comparés. D'accord ? Donc il faut freiner, et donc on va être vers plus de conservatisme. DSM-3, il y a beaucoup de modifications, et notamment beaucoup de modifications qui concernent les troubles de la personnalité. Alors ça, c'est un tableau que j'ai fait quand j'ai fait ma thèse, donc il y a quelques années, et que j'aime beaucoup. Je suis content de ce tableau que j'avais fait, qui, vous voyez, un tableau purement formel. C'est vraiment pas un tableau de clinicien, c'est un tableau de logicien. Vous voyez, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai cherché juste, j'ai pris les étiquettes, donc vous avez les mêmes étiquettes DSM-3, DSM-4, vous voyez, par exemple, personnalité paranoïaque, personnalité schizoïde, etc. Et j'ai juste repris les patrons formels des critères tels qu'ils apparaissent dans le DSM-3 et tels qu'ils apparaissent dans le DSM-3R. D'accord ? Donc, si vous vous souvenez un petit peu de vos cours, dans le DSM-3, vous avez des critères, et DSM-3R du reste, vous avez des critères polythétiques et des critères monothétiques. Critères monothétiques, c'est avec des grandes lettres, A, B, C, D, E. Et ce sont des critères qui doivent être nécessairement remplis pour poser le diagnostic. Donc, par exemple, si vous avez le critère B de la schizophrénie, l'évaluation du comportement pendant 6 mois, s'il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là, vous n'avez pas le droit de poser le diagnostic de schizophrénie. Donc, ils sont très contrariants, vous voyez, pour le clinicien. Les diagnostics, les critères polythétiques, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous voyez. Ces critères polythétiques donnent une liste de symptômes, donc généralement entre 4 et 9, et puis donne un seuil qui sont fixés pour pouvoir remplir le critère. Il y a eu les historiens se sont beaucoup posé la question de mais comment on décidé les seuils pour la dépression, pourquoi on l'a fixé à 5 et pas à 4 ou à 6, et puis quand on a essayé de faire la recherche, on s'est rendu compte que ça a été un peu fait au pifomètre. On s'est dit, ça nous semblait bien. C'était ça le critère un peu clinique, on trouvait que 4 c'était pas assez, que 6 c'était trop, donc on le mettait un peu au pifomètre. Évidemment, c'est bien le pifomètre, mais d'un point de vue épidémiologique, ça change absolument tout. C'est que vous mettez le seuil un peu plus haut ou un peu plus bas, vous avez des millions de patients en plus ou des millions de patients en moins. D'accord ? Regardez juste d'un point de vue formel, qu'est-ce qui s'est passé entre le DSM-3 et le DSM-3R ? Ça apparaît presque pas si on regarde en tant que clinicien les critères, parce que vous retrouvez à peu près les mêmes tableaux cliniques, les mêmes symptômes. Par contre, ils sont réorganisés complètement différemment. C'est qu'on a de moins en moins de critères monothétiques, c'est-à-dire des critères nécessaires. Alors, c'est très net, par exemple, pour un schizoïde. Vous voyez, il y avait A, B, C, D, E, F. Donc, s'il manquait un seul des critères, des 6 critères, des 6 symptômes, vous n'aviez pas le droit de poser un trouble de la personnalité schizoïde. Les mêmes symptômes sont répartis dans seulement 2 critères, A et B, avec un critère polythétique. Vous avez la même chose, etc. Donc, pour personnalité dépendante, 3 critères. Et puis là, vous avez seulement un seul critère où il faut 5 symptômes sur 9. Qu'est-ce que ça veut dire ? Puisque ce sont les mêmes symptômes, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est une pure opération logique et mécanique, c'est que vous augmentez la prévalence des troubles, parce que simplement, ils sont beaucoup plus faciles à poser mécaniquement qu'avant. Vous avez les patrons critériologiques. Donc, il y a 2 choses qui m'ont intéressé moi en tant qu'historien. C'est que vous avez d'un côté le fait que vous avez une augmentation mécanique de la prévalence qui tient simplement à un changement de forme. Et de fait, je ne suis pas le seul à avoir observé ça, mais dès les années 90, ça va être épluché. On se rend compte que le DSM-3 a augmenté la prévalence des troubles de la personnalité, parce qu'ils étaient enfin reconnus, mais que le DSM-3R a encore plus augmenté cette prévalence dans la population générale. Vous me suivez ? Et l'autre chose qui m'intéresse moi en tant qu'historien, c'est qu'aussi ça tend à homogénéiser aussi, ou à laisser croire dans la tête des cliniciens que les patrons, que les troubles de la personnalité sont tous un peu de la même sorte. Parce que vous voyez que c'était très hétérogène. Vous aviez des patrons critériologiques très différents. Par exemple, entre schizoïde, schizotypique, ça n'a rien à voir. Et puis, là, à chaque fois, ça se ressemble de plus en plus, où vous avez une prédominance des patrons, des critères polythétiques, 5 sur 9, 4 sur 7, etc. Et puis, ça se résume en général à 1 ou 2 critères.
vous voyez, c'est à peu près la même forme donc ça simplifie, ce qui peut être bien à des fins d'apprentissage, mais ça peut donner l'illusion à tort aux cliniciens qu'ils ont tous un peu la même constitution et la même origine théorique, alors qu'en réalité, ils viennent d'horizons théoriques extrêmement différents. Ils viennent vraiment d'horizons théoriques très très différents. Il n'y a pas grand-chose à voir entre l'origine théorique du trouble narcissique, qui doit beaucoup à la psychanalyse, par exemple, et puis l'origine de la personnalité paranoïaque qui, elle, tient beaucoup à la tradition clinique psychiatrique. D'accord ? Donc, ça tend à gommer, si vous voulez, l'hétérogénéité théorique en faisant croire que c'est une même clinique. Et ça, c'est un élément qui est vraiment important, parce que vous allez voir que ça a ensuite d'autres effets. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour le DSM-4 et DSM-5 on arrive bientôt au DSM-5. Donc, DSM-4 et DSM-5, il va y avoir, je vous ai dit, DSM-4 est vraiment marqué de manière délibérée par un changement de temporalité en 1994, où on se dit, bon, il faut qu'on évite de trop produire de modifications dans la classification, parce qu'on perd les chercheurs comme on perd les cliniciens. Et donc, on va essayer d'adopter une posture conservatrice, où à chaque fois qu'on propose une innovation, il va falloir vraiment le documenter à partir de données très très probantes. Et donc le DSM-4 propose moins de modifications, elle est assez conservatrice. Et le DSM-4-TR changera encore moins, puisque c'est exactement le même au niveau des critères. TR, c'est juste le texte qu'on a changé. Donc 4 et 4-TR, ce sont les mêmes classifications au niveau des critères, à quelques erreurs près corrigées. D'accord ? Donc c'est la même classification pendant plus d'une décennie. Et vous avez là vraiment une stabilisation des troubles de la personnalité tels qu'ils ont été enseignés vraiment, qui ont contribué à former vraiment les dernières générations. 10 troubles de la personnalité, paranoïaque, schizoïde, schizotypique, etc. Donc vous avez une sorte de calme avant la tempête, comme je dis. Mais alors de calme avant la tempête parce que déjà, ce qui apparaît dans le DSM-4, c'est qu'il y a déjà la rivalité, puisque c'est déjà, Lavesley, il le dit, il y a déjà les psychologues qui se disent « Non, mais en fait, ça ne marche pas, cet axe 2, et ça ne marche pas, cette approche catégorielle. » C'est le moment où il y a un grand débat, justement, entre l'approche dimensionnelle et l'approche catégorielle, et que peut-être un bon abord des troubles de la personnalité ne devrait pas se faire avec ce bric-à-brac un peu curieux, qui tient de différentes traditions qu'on essaie de mettre en forme, mais qu'on devrait, au contraire, modifier complètement l'axe 2, et en faire quelque chose qui soit solide, du point de vue de la psychologie. D'accord ? C'est ça qui va se passer. Alors, vous allez voir comment ça va se passer, mais en tout cas, DSM-4, tel que ça apparaît, pas de modification, et au contraire, on reste dans un modèle très catégoriel, qui stabilise et qui donne, d'une certaine manière, beaucoup de légitimité aux troubles de la personnalité. DSM-5, on vient à l'actualité, 2013. La grande nouveauté, c'est, voilà, toute l'histoire que je vous ai racontée, c'est déjà dans les oubliettes, puisqu'on supprime l'axe, le système multiaxial. Alors, ça existait déjà dans le DSM-4-TR, la possibilité de ne pas l'utiliser. Déjà, donc c'était déjà un petit peu périmé d'une certaine manière. Donc l'axe 1 avait gagné, en gros, pour tout ce qui est de l'ordre de l'administration ou du remboursement. Donc déjà, il était corps présent, mais on autorisait le clinicien dès l'introduction à pouvoir s'en passer. On l'autorisait d'autant plus pour essayer justement de valoriser la prise en charge des patients qui souffrent d'un trouble de la personnalité, pour qu'il soit permis d'être mieux remboursés par les assurances, parce qu'on se rendait compte justement que les cliniciens systématiquement mettaient comme diagnostic prioritaire un diagnostic de l'axe 1. Et donc, ça ne marchait pas. Du coup, l'axe 2 passait systématiquement à la trappe. Donc là, le DSM-4 permet d'essayer qu'il y ait une meilleure prise en charge, vous voyez. Le but aussi de supprimer le système multiaxial, c'était de rapprocher la CIM. Donc là aussi, des fins pratiques. Et puis aussi, c'était de permettre une réorganisation générale de la classification. On pensait déjà, pour le DSM-5, c'est la grande nouveauté du DSM-5, c'est d'essayer de faire quelque chose qui prenne plus l'évolution, le développement des troubles depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Donc il y avait des justifications qui étaient d'abord d'ordre pragmatique, mais la tâche aveugle, c'était vraiment ce qui n'était pas montré, et qui pourtant était très très présent, c'était le fait que des désaccords majeurs étaient apparus sur le statut théorique des troubles de la personnalité. Donc pour mettre ça en avant, donc vous voyez, d'une certaine manière, DSM-5, les troubles de la personnalité sont réintégrés dans le giron des troubles mentaux, puisqu'il n'y a plus d'axe à part, mais leur statut est d'autant plus ambivalent. Donc vous voyez, DSM-4
voilà ce qu'écrivaient les auteurs, c'est dans l'introduction. Hein. La distinction entre les troubles des axes 1, 2 et 3 ne signifie pas qu'il existe entre eux des différences de conceptualisation fondamentale. Voilà ce qu'ils affirmaient. C'est complètement faux. Pour le coup, on parlait tout à l'heure de Cloninger, on pourrait parler de Skodol, on pourrait parler de beaucoup d'auteurs. Au contraire, il commençait à y avoir énormément de dissensus au sein de la communauté scientifique, et ça bataillait vraiment dur. Donc, le DSM-4 s'évertuait à nier l'existence d'un tel dissensus, d'accord, alors qu'il était très présent dans la littérature. Il faisait comme si, il y a des axes différents, mais on s'accorde, alors qu'en réalité, non, au contraire, il y avait quelque chose qui devenait très critique. Et le DSM-5, justement, d'une manière curieuse, s'appuie sur cette déclaration fausse, qu'elle savait être fausse, pour le tourner comme un argument, justement, pour abroger le système multiaxial, puisque dans l'introduction, voilà ce qu'ils écrivent. Hein. En gros, le DSM-5, je traduis à la volée, hein, a abandonné le système multiaxial avant, donc les différents axes. Et puis, vous voyez, c'est ce que j'ai mis en rouge. Hein, cette révision est cohérente avec ce qu'affirmait déjà le DSM-4, qui disait que de toute façon, il n'y avait pas de différence fondamentale entre les différents axes. Donc vous voyez, il reprend la citation que tout le monde savait être fausse du DSM-4 pour justifier théoriquement, justement, l'abrogation du système multi-axial. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le DSM-5 ? Donc j'en arrive, il me reste 10 minutes, c'est ça ? Encore un petit peu plus ? Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le DSM-5 ? Le DSM-5, très vite, a vraiment fait, comme souvent dans les sciences, hein, on promet tout le temps qu'il va y avoir une révolution à venir, c'est toujours le cas, c'est comme ça que la science fonctionne, et donc elle promettait une grande révolution. Vous allez voir ce que vous allez voir, le DSM-5, alors déjà, grande nouveauté, on ne va plus faire les chiffres romains, on va faire les chiffres arabes, donc grande nouveauté, mais dans la classification même, on va vraiment vous apporter quelque chose qui va changer la donne, et donc il y avait plein de choses qui étaient proposées, l'intégration de biomarqueurs, etc. Enfin voilà, il y a des choses assez intéressantes. Donc quand on relit le livre blanc, par exemple, du DSM-5, il y avait beaucoup de propositions, beaucoup d'effervescence, et on s'attendait, moi-même je m'attendais à l'époque, je travaillais déjà, je me dis bon, qu'est-ce qu'ils vont proposer ? Je regardais la littérature, et il y avait beaucoup de choses qu'ils proposaient, et l'une des révolutions attendues, c'était justement du côté des troubles de la personnalité. Puisqu'il n'y avait plus d'axes consacrés, qu'est-ce qu'on allait faire ? On était en pleine querelle entre catégories et dimensions. Qu'est-ce qui allait être proposé ? Donc, voyez ce que Vidiger et Trull écrivent en 2007. Hein, voyez, ils parlent de tectonique des plaques. Donc, il y a quelque chose, on sent qu'il y a une sorte de révolution en marche. Et voilà ce qu'ils écrivent. Donc là, c'est vraiment là, du côté des psychologues dimensionnels. La publication du DSM-3 a constitué une avancée significative et majeure dans le domaine du diagnostic et de la psychopathologie. Mais le temps est peut-être venu d'opérer un nouveau changement majeur, un changement qui permettrait cette fois l'intégration de la nomenclature de l'American Psychiatric Association avec la classification des psychologues concernant la structure générale de la personnalité. Vous voyez, sorte de mariage de raison entre les travaux les plus avancés des psychologues et puis les catégories héritées de la tradition clinique des psychiatres. Et donc là, il y a quelque chose qui est proposé, qui viennent de tous ceux qui ont beaucoup de données, si vous voulez, et de modèles à proposer, avec beaucoup de rivalités aussi, on l'a vu tout à l'heure, hein, le Big Five contre le modèle de Cloninger, contre le modèle d'Eysenck, etc. Et c'est à partir de ce moment-là où ils disent, non mais là, on a quelque chose qui est solide d'un point de vue scientifique, c'est la psychologie des traits de personnalité. Et là, il faut qu'on renouvelle, sur des bases vraiment scientifiques, ils insistaient sur le vraiment, la classification psychiatrique. Et c'est ce qui va provoquer une crise. Alors, j'essaie de synthétiser dans les 10 minutes qui viennent les raisons de cette crise. On peut dire qu'il y a 3 grandes raisons de cette crise. Le problème de la validité, c'est ce qu'on reproche tout le temps au DSM, son manque de validité. Donc, et c'est ce qui va, certains vont dire, bah oui, mais le manque de validité, c'est justement parce que vous ne voulez pas faire le changement que les psychologues préconisent. Le problème de la continuité, donc c'est la guerre qui va commencer entre les partisans de l'approche catégorielle et les partisans de l'approche dimensionnelle, et puis l'influence grandissante d'un modèle particulier, qui est le modèle de la personnalité à 5 facteurs, hein, le fameux Big Five. Alors, 2 grands modèles de validation des entités cliniques, hein, ça c'est quelque chose, je pense, qui est vraiment important à retenir. Hein. Aujourd'hui encore,
il y a une vraie difficulté sur qu'est-ce qu'on appelle la validité d'une maladie, qu'est-ce qu'on appelle le fait que c'est scientifiquement solide, le trouble de la personnalité borderline, la schizophrénie, la dépression. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de consensus clair d'un point de vue métathéorique pour savoir comment on mesure une validité. On a plein de concepts, ce qu'on appelle les petits concepts de validité critériologique, validité, etc. Mais on n'a pas de grand concept général qui soit satisfaisant. C'est comme pour la notion de personnalité, il y a autant de concepts de validité qu'il y a de théoriciens de la validité. Et donc c'est un vrai problème, et on a deux grands modèles qui sont en opposition depuis les années 70. On a d'un côté celui qui est plutôt ce qu'on appelle le modèle médical, qui a été à la base du DSM-3, qui est le modèle de Robbins et Guse, tel qu'il le développe dans les années 70. Et puis, on a un modèle qui est très, très important, très, très célèbre quand on fait des études de psycho, qui est le modèle de Cronbauer et Mill, et qu'on appelle le Construct Validity, d'accord, qui est là un modèle très, très solide, vraiment important, construit, donc la question des construits, qui renvoie aux théories sur l'intelligence, mais aussi aux théories de la personnalité et à comment on vérifie qu'un test psychologique est solide, d'accord, avant sa commercialisation ou son usage en clinique. Donc ça, ces deux modèles-là sont vraiment importants, avec, ça renvoie à vraiment des procédures de validation extrêmement différentes quand on fait de la science. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas résolu aujourd'hui, je ne peux pas m'attarder, mais c'est vraiment important. En gros, si je schématise, d'un côté, vous avez un modèle clinique, où on dit modèle médical, et de l'autre côté, vous avez un modèle psychologique. Le modèle médical a plutôt tendance à aller du côté d'un modèle catégoriel, où vous définissez par avance une catégorie que vous étudiez, schizophrénie, et puis vous prenez des critères qui permettent de voir si c'est plutôt bon ou pas. Vous faites des études familiales, vous faites des études génétiques, vous faites des GVAS, etc. Vous regardez les pronostics, et puis par rapport à une population témoin, modèle psychologique, c'est très différent, c'est qu'on va se méfier des partages entre normal et pathologique d'emblée, et on va essayer de voir dans des grandes populations si on voit des différences apparaître entre différents types de populations. D'accord, vous suivez un petit peu? Donc, modèle psychologique d'un côté, modèle médical de l'autre. Ce problème rebondit sur un autre problème qui est un problème plus fondamental, très intéressant d'un point de vue théorique, très compliqué, c'est ce que j'appelle le problème de la continuité. Alors, c'est un très vieux problème en médecine, pas seulement en psychiatrie, hein, vous voyez, vous avez ça pour le cholestérol, vous avez ça, c'est qu'on sait que bon, entre être malade et pas être malade, il y a souvent une frange boueuse, et que quand on est clinicien, bah voilà, pour l'hypertension, etc., on considère que la tension est normale ou pas, mais que c'est un peu arbitraire, ou que c'est des normes statistiques qui sont fixées comme ça pour se repérer, mais qui n'ont pas forcément une valeur absolue. Il faut se méfier. C'est pas parce qu'on a 15-7 qu'on fait de l'hypertension, il faut la mesurer plusieurs fois, et puis encore, qu'est-ce que ça peut signifier, etc. D'accord ? Donc il ne faut pas comme ça être rigide par rapport à des normes, c'est des courbes de Gauss, hein, vous connaissez bien ça. Donc il y a quelque chose qui est apparu depuis très longtemps, qui consisterait à dire, il n'y a peut-être pas une division si nette, si décisive entre les phénomènes qu'on considère comme normaux et les phénomènes qui apparaissent comme pathologiques. Hein, ça passe pas du blanc au noir, il y a peut-être quelque chose, c'est pas catégorique, 0-1, il y a plein de zones intermédiaires, et c'est peut-être valable même pour la schizophrénie, alors que longtemps, on considérait que c'était la catégorie où d'un seul coup, on est schizophrène ou on l'est pas, il n'y a pas d'entre-deux, mais c'est peut-être valable aussi pour la dépression, c'est peut-être valable pour beaucoup de catégories. Et ça, beaucoup de gens se sont dit, on peut essayer de le mesurer. Est-ce qu'on a une belle courbe en cloche, ou est-ce qu'on a des courbes bimodales, comme on dit, voilà. Est-ce qu'on peut essayer de voir en faisant des études approfondies, donc ça demande un raffinement statistique très fort, est-ce qu'on peut essayer de distinguer si vraiment il y a des groupes qui se séparent ou pas. Alors, le DSM a toujours eu une position agnostique par rapport à ça. En gros, on ne sait pas. Alors, je cite le DSM. Donc, le DSM-4 est une classification catégorielle. Il y a des catégories. Néanmoins, il faut reconnaître que le système de classification catégorielle a ses limites. Vous voyez, influence des psychologues, en sous-main. Dans le DSM-4, on ne postule pas que chaque trouble mental soit une entité circonscrite aux limites absolues, l'isolant des autres troubles mentaux ou de l'absence de troubles mentaux. Donc, vous voyez, en gros, oui, on donne des catégories, mais on n'est pas en train de dire que c'est la vérité vraie, pour parler un peu simplement. Que c'est quelque chose qui renvoie à la réalité dernière de la pathologie. D'accord ? Donc, prudence, si vous voulez, un peu pragmatique, de la classification. Alors, il va y avoir une grande mode qui va se développer dans les années 90-2000, dont on a vu beaucoup d'effets en France. Bon, moi, dans les congrès, on ne parlait plus que de ça. C'est un peu passé comme toutes les modes.
où voilà, c'était ce que j'appelle la panacée dimensionnelle, où il fallait mettre du dimension partout, on le voit, donc il fallait mettre du spectre aussi partout, etc. Et que c'était ça la vérité, et comment on avait pu s'omnubiler avec des catégories du 0-1 alors qu'il y avait des questions de finesse. Alors c'est pas évident, je n'ai pas le temps de rentrer dans des considérations techniques, donc c'est d'abord lié au type de méthode que vous utilisez, l'analyse factorielle, les méthodes de clustering, les méthodes de Maxkov, par exemple, qui sont très très puissantes, utilisées par Mill, etc. Et simplement pour vous dire que c'est pas évident parce que vous avez des questions qui sont des questions d'ordre méthodologique, quelle méthode on utilise, des questions d'ordre empirique, qu'est-ce qu'on mesure, et aussi des questions ontologiques, c'est comment on mesure ce qu'on veut mesurer. D'accord ? Et en gros, il y a un auteur que j'aime beaucoup, je trouve que qui est extrêmement puissant, qui est Blachfield, qui a opposé les méthodes qu'on dit quantitatives avec les méthodes qualitatives, et qui montrait que depuis longtemps, dans les recherches de psychométrie, eh bien, en réalité, il faut faire attention à cette espèce de empressement qu'on peut avoir à trancher en disant la réalité c'est dimensionnel ou la réalité c'est catégoriel. Bah non, ça dépend peut-être des catégories. Peut-être que ce ne sera pas la même chose pour la dépression que pour la schizophrénie, que pour l'autisme, et que ça se tranche de manière empirique au cas par cas, c'est-à-dire catégorie après catégorie. Peut-être qu'on ne trouverait pas la même chose pour les borderline, qu'on trouverait pour... Et c'est une erreur de croire que toute la pathologie devrait être abordée du côté dimensionnel ou du côté catégoriel. Hein, il écrit, j'aime beaucoup cette citation, « Vouloir prouver la supériorité du modèle dimensionnel à partir de la distribution unimodale des scores d'un facteur, une belle courbe comme ça, c'est un peu comme porter des lunettes de soleil teintées en rouge pour prouver que toutes les couleurs sont de nuance rouge. » D'accord ? Vous voyez ? Et de fait, ça veut dire simplement, c'est ça qu'on fait un peu de psychométrie, que l'utilisation que vous faites des méthodes conditionne les résultats que vous obtenez. D'accord ? Voilà. Bon, de fait, si vous prenez, si la dépression, vous la mesurez par est-ce que vous êtes triste, noté entre 0 et 10, c'est pas étonnant que vous trouviez à la fin une courbe qui ressemble un peu à une courbe en cloche, en fait. Donc déjà, vous l'avez déjà aplati, votre dépression, en quelque chose de dimensionnel, d'un point de vue conceptuel, avant de le mesurer. Donc tout dépend des outils que vous utilisez. Il reste que la question ontologique se pose quand même. Et que certains défauts vont être reprochés au DSM. Alors, qu'est-ce qu'on reproche au DSM ? On l'a dit, on le mesure, c'est sa comorbidité excessive entre les différents axes. C'est le fait que les catégories manquent de spécificité sur le plan clinique et thérapeutique. Hein, on continue de soigner beaucoup de catégories différentes, 300 catégories, avec les mêmes traitements, et notamment les mêmes traitements pharmaceutiques. Donc, il y a un problème entre les quelques molécules qu'on a et tous les diagnostics qu'on a qui ne servent pas à grand-chose, en fait, sauf à montrer qu'on est un bon clinicien. Et puis, le fait que de plus en plus, les cliniciens se réfugient, et c'est assez étrange, derrière les catégories NOS. Il y a une prolifération des catégories NOS, hein, non-otherwise specified, les catégories, comment on dit en français, non spécifiées. Les catégories non spécifiées, qui fait que, alors que pourtant il est généreux, le DSM, eh bien on se reconnaît dans aucune des catégories. À chaque fois, on dit c'est un trouble de la personnalité non spécifié, on a une prévalence énorme, ce qui montre quand même quelque chose qui ne va pas dans le travail descriptif. Et puis enfin, de fait, hein, les études en génétique, hein, tout à l'heure on a deux schémas qui se sont regroupés comme ça de manière impressionnante, en génétique, en pharmacologie, mettent ce qu'on appelle en évidence des phénomènes transnosographiques. On a eu un bel exemple tout à l'heure avec Philippe Gorwood, qui jette justement un doute sur la pertinence des catégories du DSM. Hein, tout à l'heure, je ne me souviens plus, c'était anorexique et TOC. Vous voyez, quand ça se recoupe comme ça, on dit, finalement, est-ce qu'on n'est pas en présence de la même catégorie ? Puisqu'on a le même profil génétique et à peu près des symptômes qui, en clinique, se recoupent fortement. Voyez. Donc, ça pose en tout cas des questions vraiment importantes. Donc, cette question, en gros, pour résumer, est-ce que c'est une opposition qui est simplement méthodologique ou est-ce que c'est une opposition qui est plus ontologique, comme on dit en philosophie, ou théorique ? Donc, certains disent, en fait, on va prendre des dimensions juste parce qu'on gagne en grains d'information. Si vous, au lieu de 0 et 1, si vous avez une échelle qui permet de noter de 0 à 10, on va pouvoir plus affiner et ça peut être intéressant pour des raisons cliniques et thérapeutiques, ce qui est une possibilité, ce qui permet de justifier l'approche dimensionnelle. Mais il y a quand même derrière, pour le coup, une vraie question théorique qui tient au statut des cliniques des troubles de la personnalité et de la clinique des traits de personnalité. En gros, hein, j'ai presque fini, mais on peut, depuis, j'aime beaucoup cet article de Graham Fultz, hein, dans les années 70, dire, prenez les troubles des entités classiques, hein, SC, syndrome clinique, dépression, schizophrénie, etc., et prenez les troubles de la personnalité. On peut envisager 5 grandes possibilités logiques de rapport entre eux. Soit on peut considérer qu'il y a une incompatibilité théorique. On ne peut pas avoir une dépression en ayant un trouble de la personnalité borderline, par exemple. C'est une possibilité théorique. Ce serait bizarre, il faudrait expliquer ça.
Mais voilà, bon, ce serait une possibilité, ce serait de l'incompatibilité. Soit l'idée qu'un trouble clinique, dépression, entraîne un trouble de la personnalité. Ce serait un peu bizarre parce que généralement, les troubles de la personnalité s'inscrivent dans la vie des gens avant, généralement, les entités cliniques. Donc ça paraîtrait un peu bizarre, mais pourquoi pas? Soit on considère l'inverse, et ça, beaucoup de cliniciens le considèrent, que des troubles de la personnalité produisent des syndromes cliniques, que c'est ça qui conduit ce qu'on est. Soit, certains aussi considèrent, c'est la troisième et la quatrième sont très très discutées chez les théoriciens, qu'en réalité, il n'y a qu'une différence de degré entre les deux. Qu'en réalité, en fait, on appelle la même chose, que voilà, c'est juste, là aussi, des lunettes différentes qu'on prend. Soit, dernière possibilité, que ce seraient des choses complètement différentes, il y a certains psychanalystes, par exemple, qui défendent ça, mais qui peuvent être présentes conjointement. Donc, vous voyez, 5 grandes théories, avec des écoles très très différentes. C'est vraiment que là, vous pouvez voir des théoriciens qui défendent telle ou telle théorie. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, simplement, qu'est-ce qui s'est passé au fur et à mesure? Eh bien, il s'est passé quelque chose que j'essaie de résumer, donc ça c'est dans l'article que tout à l'heure vous citiez, que j'avais écrit en 2013, ce que j'ai appelé la théorie de la double réduction, qui est de dire, en fait, de plus en plus de théoriciens vont avoir tendance à dire, mais l'axe 2, en réalité, il faut le remodeler, et il faut l'appréhender non plus à partir de la clinique psychiatrique, mais à partir de ce qu'on a fait en psychométrie et toute l'approche des traits de personnalité. Et donc, première opération, c'est réduire les troubles de la personnalité à des configurations de traits de personnalité. Approche dimensionnelle, alors utiliser, ça dépend qui sera le plus influent, un modèle à 3 dimensions ou à 5 dimensions. Deuxième réduction, et là c'était les plus téméraires qui le disaient très clairement, réduire in fine les troubles mentaux aux troubles de la personnalité, et donc les troubles mentaux à des configurations de traits de personnalité. Voyez. Donc cette théorie de la double réduction, elle a vraiment été défendue, alors pas comme telle, c'est moi qui essaie de mettre un nom derrière une sorte de guerre larvée, si vous voulez, mais on l'a trouvé très clairement derrière les défenseurs du FFM, du modèle de la personnalité à 5 facteurs, donc 5 dimensions, je pense que c'est connu pour beaucoup, je ne reviens pas sur ces 5 dimensions, simplement rappeler que c'est très intéressant d'en faire l'histoire. Vous savez un petit peu d'où ça vient, ce Big Five? Fameux Big Five. Est-ce que vous apprenez encore d'où ça vient? Ou est-ce que vous n'avez aucune idée d'où ça vient? Qui sait d'où ça vient, tiens, le Big Five? Je pose une question, moi. Il me reste. Voilà, très bien, exactement. Donc ça part d'abord d'une hypothèse, ce qu'on appelle l'hypothèse lexicale, qui vient de Galton, le neveu de Darwin, et puis de Klages, un Allemand, et qui vient l'idée que les mots qu'on utilise dans les différentes langues pour décrire les personnalités, il est timide, il est réservé, etc., ont une information très importante qui permettrait peut-être de faire une théorie de la personnalité. Et l'idée assez étonnante qui émerge quand on commence à avoir des outils statistiques très très puissants, avant les ordinateurs qui permettent ça, c'est de faire une liste lexicale, donc c'est justement Alport et Hodberg qui font ça dans les années 30, et puis ensuite faire de la moulinette, vraiment de l'analyse factorielle, et d'essayer de faire justement de la variance, essayer de voir quels sont les mots qui sont expliqués le plus comme ça. Si je dis qu'il est timide et qu'il est réservé, c'est des synonymes, et puis quelle part explicative je fais si je conserve un mot, tout ça. Et on va essayer de passer ça à la moulinette pour garder au départ, alors Cattell va en garder 16, ensuite il y en a qui vont en retenir 7, d'autres vont en retenir 5, d'autres vont aller jusqu'à 3, il y en a même qui descendent jusqu'à 2. Après, on fait plus rien, on fait le facteur général de la personnalité. Et donc, voilà, et donc il va y avoir toute une guerre sur, voilà, si on descend de 5 à 3, évidemment, on perd une possibilité d'explication de la variance, mais on gagne peut-être en efficacité, etc. Donc, vous allez avoir un consensus plutôt pendant quelques temps autour du Big Five, alors, qui est utilisé dans le recrutement à l'armée aux États-Unis avec Tupus et Crystal, etc., dans l'industrie, en pédagogie, etc., avant d'avoir une influence dans la psychopathologie. Alors, il y a plein de choses, je passe parce que je deviens long, sur les présupposés philosophiques de l'hypothèse lexicale, sur pourquoi on s'arrête à 5, nombre magique, 5 continents, etc. Est-ce que c'est juste pratique pour bien apprendre parce que 16, vous voyez, 5 on peut les réciter, je pense que certains peuvent les réciter. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une seule personne ici qui soit capable de réciter les 16 facteurs de Cattell. Pourtant, c'était un modèle élégant, assez puissant. Donc 5, est-ce que c'est pour des raisons pragmatiques ou est-ce que c'est la vérité? Que c'est ça le vrai truc le plus puissant, en gros. D'accord. Donc déjà, il y a des questions qui se posent. Est-ce que c'est décisionnel ou est-ce que c'est scientifique, comme décision de s'arrêter à 5 et qui plus est à 3. Ensuite, il y a des questions qui recoupent celles qu'abordait tout à l'heure Philippe Gorwood, c'est le plafond de 0,30.
Donc ça, c'est tous les travaux de Michel qui sont très très intéressants sur une approche qui est plutôt liée à la personnalité ou plutôt liée à la situation. C'est qu'en gros, quand vous avez un trait de personnalité, on dit que voilà, c'est très peu prédictif. C'est-à-dire, moi, on va faire ma carte des traits de personnalité. Et en fait, si je demande à un psychologue d'essayer de prédire à partir de là mes performances au travail, suivant et en fait, ça marche très peu, c'est très peu. Il y a ce qu'on appelait le plafond de 0,30. Vous voyez, donc ça explique quelque chose, hein, mais le 0,30, c'est pas terrible quand même. D'accord ? Alors, il va y avoir tentative d'essayer d'agglomérer ça, hein, c'est ce qu'on appelle la solution par agrégation. Le Big Five, c'est un peu ça. Et là, il va y avoir aussi des questions de consistance. Est-ce que c'est plutôt intrasituationnel ou intrasituationnel ? C'est-à-dire, est-ce qu'on évolue, ce qu'on sait par rapport à quelqu'un, voilà, quand on commence par me connaître, on peut pronostiquer sans avoir fait des grandes études de psychologie comment je vais me comporter dans telle ou telle situation. Mais si on me change complètement d'une autre situation pour laquelle je ne suis pas du tout habitué, est-ce qu'on peut pronostiquer aussi comment je vais me comporter ? Et ça, c'est important aussi quand on est clinicien. Voilà, c'est une question philosophique très très importante. Est-ce que ce qu'on appelle la personnalité de quelqu'un, c'est la manière d'interagir dans un contexte donné, et donc finalement ça dépend beaucoup plus de la situation, ou est-ce que c'est une base plutôt génétique et c'est quelque chose qui tient au contraire à des choses qui seraient constitutives? Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait réglé. Bon, il y a d'autres difficultés qui apparaissent. Toujours est-il, et j'en viens bientôt à ma conclusion, que des psychologues et des théoriciens comme Vidiger, etc., vont dire « just do it », faisons-le, remplaçant le modèle, l'axe 2 par un système à 5 facteurs de la personnalité. Donc, vous voyez ce que je disais. Donc il y en a qui ont vraiment proposé ça dès les années 2000. Ils ont été très influents dans le DSM-5. Donc je passe parce que j'ai dépassé mon temps de parole. Donc Tempête dans un verre d'eau, DSM-5. Alors premier draft, donc première tentative 2011, quelque chose qui a été publié. Donc moi, je me souviens être allé sur le site internet de l'APA pour regarder ce qu'ils proposaient. On avait comme ça, tout le monde avait accès en même temps à la version pré-commercialisée, si vous voulez, de la nouvelle classification. Et alors, il y avait un consensus incroyable quand on regardait le groupe des psychiatres inclus dans la révision des troubles de la personnalité. Il y avait un équilibre magnifique. 5 psychiatres, Scodol, etc., je pourrais les donner, 5 psychologues, Clark, Kruger, etc., et un 11e, Lavaisley, qui était psychologue et psychiatre. Oui, une espèce de magnifique équilibre. C'était pas du tout innocent, hein. C'était vraiment pas innocent, hein. 5, 5 plus 1. Donc il y avait quelque chose, et il propose quelque chose qui est une sorte de, justement, approche mi-dimensionnelle, mi-catégorielle, qui était une énorme usine à gaz. Un truc, ça restera vraiment dans les annales, quelque chose qui était super compliqué, système mi-catégoriel, mi-dimensionnel, qui proposait des critères généraux, donc il fallait commencer par des critères généraux pour voir si y avait un trouble de la personnalité, s'il y avait un critère de personnalité avant de le spécifier. Ensuite, vous aviez une approche prototypique que vous mesuriez suivant la sévérité, avec, je ne sais plus combien ils en avaient compté, 5, donc déjà il fallait réduire de 10 à 5. Et puis, après, il fallait mesurer les traits de personnalité, donc l'approche dimensionnelle qui venait compléter et qui était organisée hiérarchiquement. Donc voilà, ça a été un système très très compliqué qui a provoqué immédiatement une crise. Personne n'était content. Les auteurs de la crise du DSM-5, comme John Lavaisley, va vraiment publiquement très tôt dire ça va pas. On essayait de marier la chèvre et le chou, comme on dit. Alors qu'il est lui-même à l'origine du modèle, il dit c'est complètement incohérent, ça manque de scientificité. En gros, soit on va vraiment du côté dimensionnel et on fait la vraie révolution, soit on reste du côté catégoriel, mais on ne peut pas faire espèce de truc qui risque de perdre vraiment tous les cliniciens, pas seulement les chercheurs, les cliniciens, et puis surtout qui risque de produire des effets désastreux d'un point de vue épidémiologique. Et donc, ils ont vraiment peur que l'adoption d'un tel système plonge vraiment la nosologie psychiatrique dans une grave crise, parce que ça décrédibilise les deux côtés, et les partisans de l'approche dimensionnelle et les partisans de l'approche catégorielle. Donc, draft 2, un an après, on simplifie à fond. Ils disent on a essayé, feedback, voilà, on a reçu beaucoup de critiques, etc. On s'est rendu compte que c'était compliqué, donc on dit diminue. Il y avait 36 trucs, voilà. Ils essaient de simplifier au maximum. Donc je ne commande pas cette situation, mais vous voyez, have been simplified, streamlined. Donc ça a été simplifié, ça a été dégraissé. On essaie de faire un truc qui soit entendable par le clinicien. Donc, on cherche à rétablir aussi des frontières normales et pathologiques, parce que c'est quand même un peu ça qui intéresse le clinicien. Résultat des courses, je vous ai dit tempête dans un verre d'eau. DSM-5, ça a vraiment été un coup de tonnerre, ça je m'en souviens bien. 2012, décision du Board of Trustees, contre toute attente, retoquer tout ce système sur lequel ils ont travaillé pendant 5 ans, et on garde l'ancien système du DSM-4.
et on met ça en annexe pour ceux que ça intéresserait, qui n'arrivent pas à dormir la nuit. Et qui ont envie de se plonger là-dedans. Donc ça a été quelque chose qui est un peu cocasse, qui était un énorme revers, parce que vous voyez, on nous promettait la Lune dans le DSM-5, et on se retrouve avec la classification du DSM-4 légèrement amendée, et ça a vraiment créé, comme je vous ai dit, une crise très très profonde, qui est encore très présente aujourd'hui. C'est l'épilogue, j'ai fini, hein, dans la mesure où aujourd'hui, vous savez qu'il y a deux grands systèmes concurrents au DSM, qui tous les deux se revendiquent d'une approche dimensionnelle. D'un côté, les AirDoc, financés par le NIMH, qui est une approche dimensionnelle, qui dit le DSM n'est pas bon, on va faire des neurosciences et on va essayer d'aller voir vraiment du côté des neurosciences ce qu'on peut faire pour changer complètement la clinique psychiatrique. Et puis les psychologues ont vraiment là, ils ont pris le large et ils proposent un système qui est un système à eux, le système ITOP, qui vient vraiment clairement de ceux qui étaient influents du DSM. On voit dans le système ITOP, hein, l'article fondateur, on a pratiquement tous les membres du comité de révision des troubles de la personnalité du DSM-5. Donc le modèle ITOP, hein, je n'ai pas le temps de le commenter, peut-être que d'autres le feront cette année, c'est un modèle qui est en recherche actuellement et qui vise, là pour le coup, qui assume son caractère alternatif au DSM et qui cherche à montrer qu'il est beaucoup plus scientifique et établi, et solidement établi que le DSM. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.